Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Histoires électroniques. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un club mythique, un club aussi mythique que le Studio 54 de New York ou le Trésor de Berlin, dont je vous ai déjà parlé. C'est bien sûr l'Hacienda. L'Hacienda, c'est un logo, c'est un nom, c'est un design intérieur iconique. C'est un club qui va accompagner tout le clubbing au Royaume-Uni pendant presque 2 décennies. C'est un club qui va voir naître l'Acid House en Angleterre. C'est un club qui va aider aussi au développement du fameux son de Manchester, le Manchester. C'est un club qui a vu naître, entre autres, Laurent Garnier, mais aussi tant d'autres DJ légendaire, mais c'est aussi un club qui n'a connu que des déboires financiers, qui a ruiné un label, qui a ruiné ses promoteurs, qui a failli dissoudre un groupe, New Order. C'est un club qui va être au cœur de la guerre des gangs, de la violence des années 90 en Angleterre avec l'ecstasy notamment et le trafic de drogue. Alors on va parler de tout ça, c'est une histoire extraordinaire, faite d'anecdotes, d'histoires incroyables et puis aussi évidemment de musique parce qu'on est là pour parler de musique. On va faire un long voyage à Manchester. Bienvenue à l'Hacienda. Dance with me, move your body, your life with me. Dès son ouverture en 1982, l'Hacienda a contribué à lancer le mouvement House Music à Manchester. Depuis 4 ans, la boîte est devenue un lieu culte. Ici, les disques jockeys sont de véritables stars. Ils peuvent gagner jusqu'à 1000 francs de l'heure. L'Hacienda doit surtout sa réputation à cette période house de 1987 au début des années 90. L'Hacienda sera blindée tous les vendredis et samedis soirs avec des queues mythiques à l'extérieur et des groupes qui vont naître à Manchester, portés par ce club de Manchester. C'est par exemple A Guy Called Gerald ou encore 808 State ou M-People qui sont tous de Manchester. L'Hacienda, ce sont des soirées démentes qui resteront dans les annales du clubbing au Royaume-Uni, les soirées hot du mercredi soir, les soirées à thématique Ibiza où il y avait carrément une piscine au milieu du dance floor où on distribuait des glaces aux clubbers, ou encore les soirées Temperance du vendredi soir qui ont imposé ce son indie rock de Manchester.
L'Hacienda a la réputation à cette époque d'être le club le plus cool du pays, voire le plus cool du monde. Des quarts entiers de clubbers viennent de Londres, hein, vous imaginez, venir de Londres pour aller à Manchester. Mais pas que, les gens viennent aussi de Paris ou de New York pour vivre cette expérience de l'Hacienda. Et en 1989, au summum de sa popularité, et bien même une émission de télé, l'émission fameuse de Pete Waterman, sera tournée à l'Hacienda. Et le grand public découvre, médusé à la télévision, ces clubbers en sueur en écoutant de l'acid house. Right, I'll tell you what, we're rocking on down here. Most of the tracks we've never even heard before on obscure records. And I have no idea at this moment where we are. Du mercredi au samedi, c'est plus de 8000 clubbers par semaine qui viennent dans ce lieu s'éclater. Et alors s'éclater aussi les tympans parce que le son était à 130 décibels. Ah oui, il n'y avait pas de limiteur à l'époque. Aujourd'hui, un club, hein, ça doit être 100, 110 maximum. Et d'ailleurs, c'était même 140 décibels, mais ils ont dû réduire un petit peu parce que les orthophonistes locaux de Manchester trouvaient qu'il y avait quand même beaucoup de monde qui allait dans leur cabinet et qui était atteint de surdité. Mais l'Hacienda, c'est aussi l'avènement du DJing, évidemment, hein, c'est l'Hacienda qui sera parmi les premiers super clubs d'Angleterre, parmi les premiers clubs à mettre le DJ au-dessus de la foule, comme ça, pour que tout le monde le voit. Ce sera le premier en 1989 à dépenser autant pour un DJ. Ils ont programmé en 1989 le DJ Sacha, et à cette époque, accrochez-vous au pinceau, ils ont dépensé 5000 €. Alors, ça ne paraît rien aujourd'hui, 5000 € pour un DJ star, mais à cette époque, c'était absolument faramineux. En 1989, de dépenser 5000 € pour un DJ, c'était impensable. L'Hacienda verra défiler aussi tous les meilleurs DJ de Chicago, hein. Ce sera parmi les premiers clubs à booker Todd Terry, Marshall Jefferson, Laurent Garnier, on en a parlé, même si l'Hacienda n'est pas tout à fait un club techno, hein. C'est un club qui a suivi l'acid house, le son rave, mais quand même très happy de cette époque, mais l'Hacienda va rester dans un son quand même très vocal, très house, il ne prendra jamais le virage ou trance, ou drum and bass, ou purement techno. Donc, si vous ne connaissiez pas l'Hacienda, vous voyez, c'est un club culte, hein, un club mythique qui a disparu aujourd'hui, hein, qui n'existe plus. Mais avant d'en arriver à ce statut de club culte, eh bien, l'Hacienda est passé par bien des années de galère. On va voir ça tout de suite. Pour bien comprendre l'histoire de ce club, il faut d'abord le situer géographiquement. Le club se situe donc à Manchester. Manchester, c'est une ville assez pauvre, hein, du nord-ouest du Royaume-Uni, une ville très pauvre même, mais riche culturellement. On y trouve pas mal de groupes, pas mal de musique et notamment un label Factory Records. C'est un label indépendant, un gros label indépendant, puisque c'est entre autres un label qui signera des groupes comme A Certain Ratio, Joy Division ou encore New Order. Et ce label est dirigé par Tony Wilson. Tony Wilson, c'est une personnalité en Angleterre, une personnalité de Manchester, c'est un présentateur télé, c'est le patron du fameux label Factory, donc. Et Tony Wilson, justement, organise à la fin des années 70 des soirées qu'il appelle Factory, du nom de son label, où il fait venir des groupes indie, des groupes indés ou rock en live. Et les soirées fonctionnent plutôt bien, et donc Tony Wilson se dit que ça serait quand même plutôt pas mal d'avoir son propre lieu pour organiser ses soirées. Mais la vision de Tony Wilson est beaucoup plus large que ça, c'est pas seulement du clubbing. D'ailleurs, Tony Wilson ne croit pas au clubbing dans un premier temps, il veut plutôt faire des lives. Il veut surtout apporter sa pierre, un édifice à sa ville qu'il adore, Manchester. Il veut un vrai centre culturel, il veut développer sa ville culturellement. Il est jaloux de Londres, bien évidemment, mais
jamais lui viendra l'idée d'égaler Londres, mais plutôt de Liverpool. Liverpool qui a vu naître les Beatles par exemple. Et bien il veut la même chose à Manchester, il veut laisser son empreinte. Et ça pour le coup, il va réussir parce qu'il va placer Manchester au milieu de la carte du clubbing international. Et oui, on peut reprocher plein de choses à Tony Wilson, hein, le propriétaire, il a un côté très mégalo, hein, mais il y a une chose qu'on peut pas lui reprocher, c'est ce côté visionnaire et ce côté culture. Il veut vraiment apporter quelque chose à la ville, quoi qu'il en coûte, comme dirait quelqu'un d'autre. Et oui, quoi qu'il en coûte, parce que ça va lui coûter un pognon de dingue, une fois de plus. Et oui, le club sera en perte financière pendant toute la durée de sa vie. Le club va engouffrer des millions de livres sterling. Il a été calculé que pendant toute la durée de vie de l'Hacienda, de 1982 à 1995, eh bien, le club a perdu tellement d'argent que chaque client qui rentrait dans le club faisait perdre 10 livres à l'Hacienda. Chaque client qui rentrait faisait perdre 10 livres à l'Hacienda pendant 15 ans. Imaginez le gouffre financier que ça a été. Pour le financement de ce club, Tony Wilson, certes, possède un label qui marche bien et qui gagne de l'argent, mais ça ne suffit pas, il lui faut des investisseurs. Et d'abord, il va se tourner vers le groupe New Order, leur vache à lait. Et New Order, c'est entre autres le bassiste Peter Hook. Donc ça, je vous présente ce livre qui m'a beaucoup servi pour cette vidéo, qui contient énormément d'anecdotes. C'est l'histoire de l'Hacienda vue par Peter Hook, donc le bassiste de New Order, qui prendra une grande partie dans cette histoire. Car New Order va devenir, à son insu, propriétaire de l'Hacienda, puisque Tony Wilson leur demande d'investir et donc de faire partie du projet pour une somme de 35 000 livres, ce qui représente 160 000 euros actuels. Alors, pour faire simple, j'ai transcrit toutes les sommes en euros actuels, ce sera plus simple pour la compréhension. 160 000 euros en 1982, le groupe est médusé, ils se demandent mais d'où vient cet argent? Ils se disent mais on n'a pas autant de pognon, c'est pas possible. Eux vivent avec à peu près 100 euros par semaine. C'est un groupe de rock, de punk même, ils sont pas à courir après l'argent, mais ils vendent beaucoup d'albums, ils font beaucoup de tournées, et c'est le label qui empoche tout l'argent. Et quand ils ont besoin de sous, eh bien, ils viennent voir leur manager, ils leur filent un petit billet à droite à gauche, ils sont surpris mais se disent bon bah ouais c'est peut-être le label qui a cette somme de côté pour nous. Bon, ils sont un peu en périphérie de tout ça, ils s'intéressent pas trop à l'argent, c'est ce qui va causer leur perte d'ailleurs, hein, puisqu'ils deviennent du coup propriétaires de l'Hacienda, et ben donc eux aussi vont perdre de l'argent. Hot and sweaty here at the Hacienda, a club which New Order actually put money into. In fact, they say they built it with their own hands, but I wouldn't believe that. Anyway, please give a big welcome, live on stage at the Hacienda in Manchester, New Order! Ensuite, il faut trouver le lieu. Le lieu, il est tout trouvé. Ils veulent installer le club dans un ancien hangar, un hangar à bateaux où on construisait des bateaux, le Marine Center. C'est un endroit totalement paumé dans Manchester. Hein, vous notez bien, un hangar à bateaux, c'est pas en centre-ville. Hein. Mais bon, ils acquièrent quand même cet immeuble. Enfin, ils l'acquièrent, non. Ils le louent pour un bail de 25 ans. Ils sont engagés pour payer un loyer pendant 25 ans. Ensuite, il va falloir trouver le nom. Eh bien, le nom, c'est Tony Wilson qui va le trouver. Il va s'inspirer d'un livre, d'un obscur livre sur le situationnisme international. Oui, c'est un livre un peu philosophique, révolutionnaire, qui a été écrit, figurez-vous, par le fils d'un révolutionnaire ukrainien qui a fui la Russie et qui est venu s'installer en France au début du XXe siècle. Oui, et oui déjà. Eh bien, dans ce livre, à un moment donné, une des nouvelles finit par cette phrase « The Hacienda must be built ». L'Hacienda doit être construite, sous-entendu, on doit construire un nouveau monde, on doit construire quelque chose de nouveau. Et bien, ce mot lui plaît, et il va donc appeler son club l'Hacienda. Mais alors, ça suffit pas parce qu'il y a une petite trouvaille. La petite trouvaille, c'est la cédille, sous le nom
Hacienda. Et pourquoi cette cédille? Eh bien, l'Hacienda fait partie donc du label Factory. Et dans un label, quand on sort des choses, que ce soit des disques, du merchandising ou autre, eh bien, il y a un numéro de catalogue. Et l'Hacienda, c'est le numéro 51 dans le catalogue du label Factory. C'est pour ça que l'Hacienda est souvent sous-titré Fac 51. Et pour reproduire ce 51, ce 5 et ce 1, eh bien, on met une cédille sous le C pour faire 5 et 1. Voilà, c'est aussi simple que ça, c'est bête, mais c'est comme ça que naissent les grands noms. On a le lieu, on a le nom, il reste le concept. Bon, le concept, on l'avait déjà, ils veulent un lieu culturel, ils veulent que les gens puissent manger, puissent boire, puissent s'amuser, que ce soit en journée ou le soir. Donc, si on résume, on a un immense hangar qui doit devenir une discothèque, une salle de concert, un café, un restaurant, il y aura même un salon de coiffure, et le tout ouvert 7 jours sur 7. Vous sentez le truc venir là? Ouais, ça va pas forcément marcher très bien, hein. Et puis surtout, ils veulent un lieu accessible à tous les Mancuniens. Donc la politique, et c'est une politique nouvelle hein, pour ce genre de lieu et de clubbing à l'époque, c'est no dress code. Il n'y a pas de dress code, vous venez comme vous êtes, et il n'y a pas non plus d'espace VIP. Les stars, ou ceux qui se prétendent être stars, eh bien, doivent se mélanger aux clubbers, et c'est ce qui fera aussi la réputation et le charme de l'Hacienda. Bon, et ben maintenant il faut engager les travaux pour rénover cet espace, et on avait prévu à peu près 300 000 € de budget, hein, 150 000 € du label et à peu près 150 000 € de New Order. Bon, évidemment, ça va pas suffire. Pour faire ce club, ils vont faire appel à un ami architecte, c'est Ben Kelly. Alors, Ben Kelly, il n'a jamais fait de club de sa vie, c'est un architecte, mais c'est pas du tout un spécialiste des clubs, donc le budget va exploser. Mais par contre, il fera un design, il fera de ce lieu un design iconique hein, qui va servir de modèle après pour tous les futurs super clubs, quelque chose qui n'a encore jamais été fait en matière de discothèque. Mais bon, bah voilà, ça va coûter cher et le budget va vite doubler et passer à 700 000 €. Bon, ça commence à faire un petit peu mal là, mais ça suffit pas puisque Ben Kelly n'étant pas spécialiste des clubs, eh bien il va faire quelques erreurs de conception, notamment en termes de sécurité et de régulation incendie, et ils vont devoir recasser et parfois refaire en fait ce qui a été fait parce que ça ne respectait pas les normes locales. Bon, au final, on se retrouve avec un budget qui va atteindre, tenez-vous bien, pour construire l'Hacienda en 1982, 1 600 000 €. Est-ce que vous imaginez un instant quelqu'un investir 1,5 million d'euros pour un club en 1982 à Manchester? C'est de la folie. Alors cette somme supplémentaire, il va falloir la financer, hein. Alors ils demandent à New Order de repasser à la caisse et de refournir encore un peu d'argent, mais ils vont surtout devoir trouver un partenaire, évidemment. Et un partenaire, un partenaire avec lequel ils vont être liés pieds et mains, et pour leur grand malheur aussi, puisque ce partenaire, c'est une brasserie. La brasserie, c'est elle qui va vous fournir l'alcool et les bières pour votre club. Sauf que la brasserie investit dans le club, et donc impose dans le contrat ses propres tarifs. Et pendant toute la durée de vie de l'Hacienda, l'Hacienda ne pourra plus jamais négocier le tarif des bières qu'elle achète à cette brasserie. Vouloir faire un design iconique qui va marquer son époque et qui va marquer le clubbing, c'est bien, sauf que quand on ne sait pas faire un club de la part de Ben Kelly et de la part des propriétaires, quand on ne sait pas si on veut un restaurant, une discothèque, une salle de concert, ça donne un peu tout et n'importe quoi. Et il y aura beaucoup d'erreurs de conception qui vont pénaliser l'Hacienda durant les premières années. Déjà, l'Hacienda, c'est immense. Vous avez, quand vous rentrez, c'est un effet waouh, ça c'est sûr, parce que c'est immense, c'est un hangar avec un toit vitré en plus, donc c'est une superbe cathédrale.
Sauf que le toit vitré sera jamais peint, ce qui veut dire qu'il fera jour tout le temps. Et quand il y a du soleil ou quand le soleil se couche tard, eh ben, il y a une clarté dans le club qui fait que c'est pas une boîte de nuit. Eh ben non, et donc ça va quand même pénaliser beaucoup. En plus, le club, donc je vous dis, est grand, donc il faut vraiment le remplir pour que ça fasse plein. Si c'est pas rempli, ça fait quand même très vide et très vaste. Et alors, pour la partie DJ, tenez-vous bien, c'est encore pire parce que le DJ va être placé dans une salle complètement à l'écart. Les gens ne voient pas le DJ, mais le DJ ne voit pas les gens puisque la seule vue qu'il a sur le dance floor, c'est une petite ouverture en hauteur et le DJ est obligé de monter sur une caisse ou sur une chaise pour voir les gens danser. C'est absolument extraordinaire, mais ça suffit pas puisque les tables de mixage ont été installées dos à cette fenêtre. Donc le DJ mixe dos au mur, ne voit pas les danseurs, ne voit pas le dance floor, ne peut pas sentir le dance floor. Et c'est même encore pire que ça va aller crescendo. La table de mixage a été placée en hauteur. Et oui, c'est très pratique de mixer les bras levés. Ben voilà, vous avez une photo du DJ de l'époque, un des tout premiers DJ de l'Hacienda, Ewan Clark, qui a pris une photo de cette époque, hein, évidemment. Voilà, vous avez la table de mixage en hauteur qui en plus, pour couronner le tout, est une table de mixage absolument impraticable. C'est un truc que les DJ n'aiment pas du tout, mais les propriétaires de l'Hacienda sont très fiers parce que c'est ce qui se fait de mieux en technologie. Il n'y a que 2 exemplaires dans le monde, dont un à l'Hacienda, mais les DJ n'en veulent pas en fait, hein. Ça c'est pas du tout fonctionnel ce truc-là. Alors bien des années après, ils vont quand même tout casser et mettre enfin la cabine DJ en hauteur au-dessus du dance floor, mais de nouveau ça coûtera encore de l'argent. Ah, et puis ils ont oublié le vestiaire aussi. Ah bah oui, faire un club d'une capacité de 1200 personnes et ne pas mettre de vestiaire, ça va poser un petit problème quand même. Donc ils vont devoir improviser des choses qui n'étaient pas prévues à l'origine. Et puis c'est pas tout, parce que non seulement ils ont oublié le vestiaire, mais pour 1200 personnes, ils vont mettre, tenez-vous bien, 12 toilettes. 4 pour les hommes, 8 pour les femmes. 12 toilettes pour 1200 personnes. Je peux vous dire que les odeurs de pisse faisaient partie du charme de l'Hacienda à l'époque. Oh, I don't want to go out tonight, but you will, for you must. I don't owe you anything. Bon, avec tout ça, vous êtes en train de vous dire qu'ils vont droit dans le mur, hein. Oui, c'est un peu ça, hein. Et d'ailleurs, lors de l'ouverture, le 21 mai 1982, la soirée d'ouverture est une catastrophe, hein. Il faut dire ce qui est, le sound system est catastrophique, le DJ joue, mais tout le monde s'en fout, personne n'écoute sa musique, déjà de toute façon personne ne le voit, puisqu'il est planqué dans sa salle à l'autre bout de la pièce. Ils font appel à un comédien pour animer la soirée, mais un comédien d'une autre génération, un vieux comédien qui n'est pas du tout... qui correspond pas du tout au public de l'Hacienda, de Factory, qui fait des vannes qui tombent complètement à l'ouest et qui en plus de toute façon personne n'entend de nouveau puisque le sound system est pourri. D'ailleurs, ce comédien dira au propriétaire quand il partira et qu'il touchera son cachet, les gars, fermez tout, vous n'êtes pas fait pour ça, il faut arrêter tout de suite quoi. Bon, et donc les premières années de l'Hacienda, hein, les 3-4 premières années de l'Hacienda sont quand même assez catastrophiques. Le club est vide, que ce soit les soirées électro. Alors l'Hacienda programme des soirées électro le vendredi soir. Ils ont le culot de programmer Greg Wilson. Greg Wilson, c'est un DJ culte en Angleterre. C'est lui qui a importé le son électro freestyle. Mais l'Hacienda, c'est un club de Manchester, c'est un club du Factory. Et le clientèle, ce sont des punks, des rockers qui écoutent Joy Division, qui écoutent New Order, et qui n'écoutent pas de la synth-pop, de l'électro, donc personne ne danse, les soirées ont vraiment du mal à décoller. Mais malgré tout cela, le patron, Tony Wilson, maintient coûte que coûte ses soirées. Et oui, ça, de nouveau, on ne pourra pas lui enlever. Il a une vision à long terme et il s'en fiche que les gens ne dansent pas. Il dira d'ailleurs au DJ à l'époque, continue, fais ce que tu veux faire, fais ce que tu sais faire, un jour les gens danseront sur de l'électro. Ça c'est un truc que vous verrez quasiment jamais, hein. Un DJ qui joue de la musique sur laquelle personne ne danse, rapidement, soit on change de DJ, soit on lui demande de changer de musique. Non, le propriétaire Tony Wilson, lui, il est droit dans ses bottes et il maintient coûte que coûte cette
culture qu'il veut mettre en place et bah, ça va payer plus tard, ça va payer parce que quand l'acid house, quand la house music va arriver, eh bien cette clientèle sera habituée au son électronique, sera habituée à la dance music et va tout de suite embrasser la house music. Bon, et en dehors de ces soirées électro qui marchotent et ramènent à tout casser quelques centaines de personnes, eh bien, le reste du temps, c'est d'abord une salle de concert, la Hacienda. Et une salle de concert qui est souvent très vide. Non mais imaginez 7 jours sur 7. Imaginez une salle de concert à Roubaix en 1984, ouvert 7 jours sur 7. J'ai rien contre Roubaix, mais c'est pas le lieu pour monter une salle de concert de près de 2000 personnes. C'est pas possible. Donc, à part certaines fois où c'est rempli, quand vous avez des gros groupes, hein, notamment New Order, les Smiths ou Culture Club, le reste du temps, ce sont des petits groupes, des groupes pas forcément connus à l'époque, bah, qui ne remplissent pas la salle. Et alors, comble du ridicule, la politique de l'Hacienda, elle est très bien, mais financièrement c'est un désastre. Elle est de payer les groupes au forfait, c'est-à-dire le groupe est payé quoi qu'il arrive, même s'il n'y a que 10 personnes qui viennent, eh bien le groupe sera payé le prix prévu. Et donc les groupes ne font aucun effort pour faire de la promotion et pour promouvoir leur soirée. Et donc il n'y a personne, Et d'ailleurs, Peter Hook dans son livre se remémore une soirée avec un groupe qui a été payé 15 000 € pour faire un live, un concert privé, alors tellement privé qu'il y a eu 8 personnes ce soir-là. Et puis au niveau management, c'est aussi une catastrophe. Tout le monde fait un peu ce qu'il veut dans le club, hein. Les barman repartent chez eux le soir avec des caisses de bière sous le bras, le matériel disparaît régulièrement, les lights, la sono, les gens partent avec du matériel tout simplement. Le personnel part avec du matériel, il y a même un mec qui a été pris en train de faire son business, il le louait tout simplement à des soirées, le matériel de l'Hacienda qu'il venait emprunter carrément dans le club. Mais bon, le club perd de l'argent, mais la programmation musicale est exemplaire. On a un florilège de tout le rock indé, anglais, même européen, du début des années 80, avec Liaison Dangereuse, avec Allez Allez, avec Yazoo, avec Simple Minds. Vous avez même un épisode culte de l'Hacienda à cette époque, où un groupe allemand, Einstürzen de Neubotten, un groupe de rock qui fait un peu malin quand même, ils sont carrément venus en live avec un marteau-piqueur. Oui, bon, c'est un concept, sauf que le chanteur, à un moment donné, s'est mis à s'attaquer à l'un des piliers de la salle et à défoncer le pilier à coups de marteau-piqueur. S'en est suivi une panique terrible, même une baston. Ils ont dû frapper le chanteur parce que il était en train d'attaquer la structure du bâtiment, tout simplement. Mais le club perd encore et encore de l'argent, il n'est pas rentable et en 1985, il faut encore renflouer le club et à qui on va faire appel? À New Order. Et oui, New Order qui viennent de signer un énorme contrat aux États-Unis, mais qui vont pas voir la couleur de leur chèque, qui va aller directement dans les caisses de Factory et dans les caisses de l'Hacienda. New Order commence d'ailleurs, les membres de New Order commencent d'ailleurs un peu à se poser des questions. On fait des tournées monumentales aux États-Unis, on vend des disques, on vend des albums, et nous on vit avec 500 € par semaine. Bon, ça ne va pas du tout, ils s'aperçoivent que le club a une dette envers New Order de 2,5 millions d'euros. Le club doit 2,5 millions d'euros à New Order, et cet argent, eh bien, ils ne le verront jamais. Et oui, puisque le club ne tient pas financièrement, il ne peut pas les rembourser, et il ne peut pas continuer non plus avec cette dette sur le dos. Et bien donc, New Order accepte de signer le fait qu'ils s'assoient sur cette dette. New Order ne verra jamais leur investissement et l'argent qu'ils ont gagné, 2,5 millions d'euros. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que deux musiciens de New Order vont quitter l'Hacienda, ils vont vendre leur part, ils vont céder leur part parce qu'ils s'aperçoivent que c'est un gouffre et que ça ne marchera jamais, et ils préfèrent laisser les choses aux autres membres du groupe. Il y aura un petit hiatus d'ailleurs, ça commence déjà à cette époque, entre les membres du groupe New Order. Voilà, c'en est fini pour cette
première partie de l'histoire de l'Hacienda qui racontait un peu tous les déboires de ce club. Mais à partir de 86-87, eh bien oui, les choses vont changer puisque la house music va arriver et toute cette culture qui a été mise en place petit à petit à l'Hacienda va enfin porter ses fruits et le club va enfin être rempli, mais toujours pas rentable. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. J'espère que ce premier épisode vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!